bienvenue, c'est un nouveau numéro de Défense sur i24 News. Cette semaine, l'actualité stratégique et militaire marquée par le 70e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. On y consacre cette semaine une édition spéciale. Mais avant cela, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Et on commence par l'Afghanistan. Un sergent de l'armée américaine détenu en captivité pendant 5 ans par les talibans a été relâché dans le cadre d'un accord négocié grâce à une médiation qatari. Le sergent Bergdahl a été transféré dans un hôpital militaire américain en Allemagne en échange de la libération de 5 détenus de la prison de Guantanamo. Une fois l'échange de prisonniers effectué, les talibans ont publié les images vidéo de la remise de Bergdahl aux soldats des forces spéciales américaines. En Israël, quelques heures après l'intronisation du nouveau gouvernement palestinien d'union nationale, un terroriste a ouvert le feu sur des gardes frontières israéliens au carrefour de Tapouah en Cisjordanie. Il a été immédiatement abattu. Un garde frontière a été blessé par balle aux membres inférieurs lors de cette attaque. Peu de temps après, le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, s'est rendu sur les lieux accompagné de plusieurs officiers. Enfin, le président Barack Obama a reconnu l'élection du nouveau président ukrainien Petro Poroshenko, offrant à Kiev une aide financière et sécuritaire. Le président américain a affirmé que Poroshenko était le bon choix pour diriger ce pays en pleine crise diplomatique avec Moscou. Au cours de leur premier entretien depuis que le magnat du chocolat a été élu le mois dernier, dans un contexte d'affrontement armé dans l'est de l'Ukraine, Obama a déclaré qu'il était impressionné par la vision de Poroshenko pour sortir son pays de la crise. Il y a 70 ans, les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie, ouvrant la voie d'une reconquête du vieux continent maintenu sous le joug nazi. Avant de revenir sur ce que l'on considère comme la plus grande opération militaire de tous les temps, avec notre invité, voici une rétrospective. C'était le jour J, Soraya Kerfi. Il est difficile d'imaginer, lorsqu'on les contemple, que ces paisibles plages de Normandie ont été le théâtre de la plus incroyable opération militaire de tous les temps. Le débarquement du 6 juin 1944. Ces plages restent marquées par ce jour historique et glorieux, celui où des milliers de soldats alliés ont débarqué le 6 juin 1944. Les événements glorieux qui se sont déroulés là, passés dans l'histoire sous le nom de jour J, marquent le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, la victoire et l'espoir de paix ne sont qu'un rêve lointain et incertain pour les Alliés. Le débarquement a été réalisé ce matin sur la côte française par les troupes du corps expéditionnaire allié. Cette opération n'était que la première phase de la campagne en Europe occidentale. Les grandes batailles nous attendent. J'invite tous ceux qui aiment la liberté à se joindre à nous aujourd'hui. Gardez votre foi forte. Ensemble, nous allons remporter la victoire. Adolf Hitler et son axe du mal avaient étalé son pouvoir sur toute l'Europe. La préparation, appelée Overload, allait être la clé du succès du débarquement en Normandie. La zone de débarquement fut découpée en plusieurs sections. Une tête de pont avec des ports artificiels devait être établie rapidement et permettre aux Alliés de pénétrer plus rapidement encore au cœur de la France occupée. Nous pensons encore à nos camarades que nous avons perdus ici, et c'est pour ça que nous apprécions ces commémorations. Il y a des larmes dans mes yeux, vous ne pouvez pas les voir, mais elles sont toujours là pour mes amis, parce que j'en ai perdu beaucoup. Les divisions américaines débarquèrent dans la région de Cherbourg, tandis que les Britanniques le firent sur les plages de Caen. L'opération fut un succès, malgré les lourdes pertes de soldats alliés, et les plages normandes resteront pour toujours le témoin d'une histoire douloureuse. Et pour cette spéciale débarquement, on rejoint tout de suite à Paris le général Éric Bonnemaison, ancien directeur adjoint des affaires stratégiques au ministère de la Défense. Bonjour. Bonjour. Alors on considère encore aujourd'hui que le débarquement reste la plus grande opération amphibie jamais menée. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est d'abord dû au nombre d'hommes qui ont été déployés pour cette opération, au nombre d'avions, et puis aussi par l'ampleur des opérations qui ont été conduites, bien sûr sur la plage, mais aussi dans la profondeur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour préparer l'efficacité de ce débarquement, pas simplement le jour J, mais dans les 5-6 jours qui suivaient, il fallait empêcher les contre-attaques allemandes et puis il fallait ensuite préparer la campagne de France et donc il fallait mener des opérations aériennes dans la profondeur, je dirais sur l'ensemble du territoire français,
ce qui a d'ailleurs expliqué qu'après la percée d'Avranches, les forces alliées sont allées très rapidement jusqu'à Paris et puis jusqu'à la frontière de l'Allemagne. Alors une opération de vaste ampleur, hein, vous le dites. Comment ce projet de débarquement est-il né et quel était l'objectif à ce moment-là ? Ben vous savez que donc à la fois les Alliés, enfin les Américains et les Anglais, ont réfléchi sur la meilleure manière d'arriver au cœur de l'Allemagne. Et il y a eu en gros deux projets. Le projet de Churchill qui voulait passer en gros par la Turquie, par les Balkans, pour déborder, contourner l'Allemagne par le sud. Et puis en fait le projet qui a été retenu, qui consistait à traverser la France, à la fois à partir des côtes normandes, mais aussi avec le débarquement qui a eu lieu quelques temps plus tard en Provence. Donc finalement, c'est celui-là qui a été retenu par les Alliés. Alors c'est un projet dont le général de Gaulle a été tenu à l'écart justement par les Alliés. Il a été tenu à l'écart de la préparation de l'opération. Vous pensez que la France libre aurait dû être davantage impliquée ? Écoutez, c'est un faux débat parce qu'il est évident que de Gaulle a été largement impliqué dedans. Est-ce qu'il a été impliqué dans le détail des opérations ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est évident qu'il a été tenu au courant. Ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, depuis plusieurs mois, plusieurs années, les forces françaises étaient totalement aux côtés des forces américaines et britanniques. Il faut voir le débarquement qui s'est effectué en Provence. C'est une action française qui était totalement coordonnée avec les Américains et les Britanniques. Et puis aussi tout ce qui s'est passé en Italie avec, on se souvient, Monte Cassino, avec la contribution des forces françaises. Donc la polémique sur la présence ou non des forces françaises, le jeu des forces françaises libres, c'est vraiment accessoire. C'est du débat d'historien. Alors on parle des forces françaises, toujours à propos de l'histoire, on en parle un peu moins, c'est le rôle de la résistance française. Quel a été le rôle de cette résistance avant et pendant le débarquement ? Bien, la difficulté dans un débarquement, c'est le rapport des forces lorsque vous êtes sur la plage ou dans les prochains jours. Il y a eu un certain nombre de débarquements d'ailleurs qui ont été échoués, simplement parce que le rapport de force n'était pas suffisant. Et donc l'objectif de la résistance française, ça a été de détourner l'attention et les forces allemandes de ce théâtre. Vous voyez bien, et il y a un certain nombre de reportages qui ont eu lieu, sur la destruction des voies de chemin de fer, sur les pôles de résistance partout en France, qui ont obligé les Allemands à se concentrer sur ces pôles-là pour éviter qu'ils ne mettent des forces trop proches du lieu de débarquement. Alors ce sont les hommes du général Kiefer qui ont pris part à cette opération et plus de 70 ans après la création de ce premier commando français, les forces spéciales perpétuent la tradition d'excellence instaurée par leur fondateur Philippe Kiefer. On garde ce reportage et on vous retrouve tout de suite après général Éric Bonnemaison. Le premier commando français a été créé dans les années 1940 par le commandant Philippe Kiefer. À l'époque, il s'inspire des Royal Marines britanniques pour former une troupe d'élite capable de participer à la libération de la France. Le 6 juin 1944, seuls 177 Français prennent part au débarquement allié en Normandie. Ce sont les hommes de Kiefer. Il faut ensuite attendre 2008 pour qu'une force de la marine française porte de nouveau le nom du prestigieux commandant. Mais plus d'un demi-siècle plus tard, l'esprit d'origine habite toujours les forces spéciales. Il reste quelque chose de britannique chez les commandos marines, et pas simplement le port du béret dans ce sens-là, puisqu'on est les seuls à le porter comme ça dans les armées françaises. Mais c'est plus qu'une coquetterie. L'esprit commando marine, il est fait d'un certain pragmatisme, mais également d'un certain sang-froid. Parmi les 6 commandos de la marine, le commando Kiefer fait figure d'exception. Sa vocation, fournir des hommes ultra spécialisés aux autres commandos sur les théâtres d'opération. On a cherché à tout prix à s'intégrer dans les groupes, de manière à ce que les groupes se disent oui, on a tel moyen, maintenant il faut les utiliser. Les spécificités du commando nous permettent de monter certaines opérations pour lesquelles on aurait eu des difficultés il y a encore un certain temps. Depuis sa création, le commando Kiefer a déjà été décoré une première fois et le sera de nouveau prochainement. Mais pour l'heure, la troupe d'élite se concentre sur les commémorations du débarquement de 1944 auxquelles participeront plusieurs centaines de fusiliers marins commandos.
Général Éric Bonnemez, on vient de voir dans ce reportage ce va-et-vient entre le passé et le présent. Quel est l'héritage du débarquement aujourd'hui pour l'armée française? Je crois que l'héritage, il se situe dans la relation, dans les opérations que nous menons depuis maintenant une quarantaine d'années, aux côtés de nos amis américains et britanniques. Souvenez-vous les opérations à Beyrouth, souvenez-vous les opérations en Irak durant la première guerre du Golfe, souvenez-vous ce qui s'est passé en Afghanistan pendant une dizaine d'années, où notamment nos forces spéciales étaient imbriquées ou travaillaient en étroite collaboration avec les forces américaines. Souvenez-vous ce que nous menons encore aujourd'hui dans l'océan Indien pour la lutte contre la piraterie. Et puis, encore plus récemment, regardez les opérations que nous avons menées en Libye avec nos deux alliés, et puis plus récemment au Mali et en Centrafrique, où à chaque fois il y a un travail intense de collaboration avec nos deux alliés. Et puis je ne parle pas de ce qui se poursuit aujourd'hui, bien évidemment, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc ce qui reste, si vous voulez, c'est une histoire qui s'inscrit depuis des centaines d'années, avec les Américains depuis l'indépendance, et qui se poursuivra parce que nous avons finalement avec eux des intérêts, des valeurs communes, et puis nous avons aussi avec eux la construction du lien transatlantique. Alors vous évoquez ces différentes opérations en collaboration avec les alliés. Justement, est-ce qu'un débarquement comme celui de 1944 serait réalisable aujourd'hui? D'abord, techniquement, oui, s'il le fallait. Ça voudrait dire qu'il faudrait, on serait dans le cas d'une guerre d'ampleur gigantesque, si vous voulez, comme à l'équivalent de la Deuxième Guerre mondiale, et donc on serait capable techniquement de faire un débarquement de cette manière-là. Je dirais que là où ça serait probablement plus difficile, c'est dans les pertes. Vous le voyez bien, aujourd'hui, c'est difficile. On a nos populations, nos opinions publiques admettent difficilement les pertes, à la fois de notre côté, mais aussi les pertes qui peuvent être infligées dans le cadre des dégâts collatéraux. Et quand vous vous souvenez du débarquement le 6 juin, dans les jours qui ont suivi, il y a eu près de 20 000 morts dans la population par les bombardements. Et imaginez qu'on le fasse aujourd'hui, ça serait totalement inacceptable. Donc il faudrait bien faire autrement. Et Dieu merci, les capacités dont nous disposons aujourd'hui, de targeting très précis, nous éviteraient probablement de faire de telles pertes. Alors vous avez été directeur de l'école Saint-Cyr, l'école militaire Saint-Cyr. Est-ce que le débarquement, son héritage, s'enseigne encore aujourd'hui? Heureusement. Je veux dire que il est essentiel pour nos élèves qui vont être des officiers de s'inscrire dans l'histoire, de savoir ce qui s'est fait dans l'histoire comme opération pour en tirer les constantes pour l'avenir. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'aspects à la fois techniques, opératifs, stratégiques qui étaient pertinents à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui et qui le seront probablement demain. Alors vous avez enseigné également aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une différence dans la perception de ce débarquement, dans la façon dont on enseigne cette histoire? Non, parce que finalement, sur le plan à la fois politique, stratégique, tactique, je veux dire que tout ce qui devait être dit a déjà été dit et écrit, et nos élèves et nos officiers, aussi bien en France qu'aux États-Unis, font référence aux mêmes lectures, aux mêmes réflexions, et donc il y a une vision tout à fait partagée. Alors on parle de cet enseignement au niveau militaire, au niveau des soldats, mais d'un point de vue civil, le nombre de vétérans de la Seconde Guerre mondiale diminue peu à peu. Avec eux, il y a des souvenirs, des anecdotes qui s'en vont. Comment faire pour perpétuer cette mémoire dans le milieu civil? Écoutez, ça c'est une bonne question. Il y a bien évidemment tout un tas d'organisations en France qui veillent à perpétuer ce devoir de mémoire. Il est certain que le jour où il n'y aura plus de vétérans, et donc où on n'aura plus la possibilité, notamment comme au 70e anniversaire demain, de mettre en contact des témoins vivants des acteurs vivants qui ont vécu cette épreuve terrible, et puis la population qui vient assister à ces commémorations, le jour où ça sera plus possible, le lien se distendra un petit peu. On le voit bien avec la problématique de la Première Guerre mondiale, mais bon, nos témoins acteurs ont l'air encore vaillants, donc je pense pendant encore une dizaine, quinzaine d'années,
on pourra largement profiter de leur expérience et de leur témoignage qui étaient émouvants et qui montrent que finalement ce sont des gamins de 20 ans, 18-20 ans, ce sont nos enfants qui ont fait ces exploits héroïques. Et ça, je veux dire que c'est un bon, à mon avis, c'est pour nos jeunes un bon espoir. Voilà, il faut avoir espoir, il faut avoir une folle espérance de notre jeunesse qui, je l'ai côtoyé dans toutes nos écoles, aussi bien en France qu'aux États-Unis, est vraiment exceptionnel. Merci pour ce message, cette analyse générale. Éric Bonnemaison, ancien directeur adjoint des affaires stratégiques au ministère de la Défense. Merci pour cet entretien exclusif à l'occasion de cette spéciale débarquement. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission Défense avec toute l'actualité stratégique et militaire. Soyez là, l'info continue.